Après, ce qui est vrai et ce qui est irremplaçable, c'est l'expérience de vie. Parfois, on a des gens qui ont quoi, des collègues qui peuvent avoir 60-65 ans, qui sont clairement moins doués que certains élèves de 18 ans en matière, en capacité pure de réflexion, d'abstraction, etc. Mais qui ont une expérience de vie qui ne se compense pas. Ils ont du vécu, et donc parfois même dans un silence, dans quelque chose qui n'est pas exprimé, dans un regard, dans une attitude, on voit quelqu'un qui a une intelligence humaine que seule l'expérience peut conférer. Donc la réflexion, la rationalité et la philosophie ne fait pas tout. Bonjour et bienvenue dans le podcast La vie des autres, un podcast unique tourné vers la vie quotidienne de personnes qui nous ressemblent. L'idée est de découvrir certains parcours, certains métiers et certaines manières de penser, tout ça dans un seul but, découvrir les autres. Je pense qu'on peut démarrer l'enregistrement. Ok. C'est toujours un peu bizarre les débuts d'enregistrement parce que la personne, souvent, elle n'est pas forcément très à l'aise. Même moi, je le suis pas forcément. Ouais. Déjà, Mathieu, merci d'être présent à la librairie, donc Les Pluches Livres, qui est à Castelnau. Ça va, t'as pas trop galéré à venir Alors, un petit peu de monde sur la route, donc une bonne dizaine de minutes de retard, mais je suis très content et je remercie bien sûr la librairie Les Plus Livres de nous accueillir. Franchement, superbe carte. Non, mais c'est vrai, on a de la chance de pouvoir enregistrer ici. Est-ce que tu as l'habitude déjà d'écouter de l'audio? Alors, ça peut m'arriver. De plus en plus d'ailleurs, j'avais commencé l'an dernier parce que je devais aller dans un lycée en voiture tous les matins. Un peu loin, moi je bossais à Alès et j'habitais à Montpellier. Ok, Et donc du coup, j'avais pris l'habitude de mettre des livres audio sur le trajet. ok, donc t'étais plus livre audio. Ouais, livres audio et même parfois des podcasts ou même des vidéos YouTube que tu peux, Ouais. que tu fais. Ouais, tu regardes pas Tu regardes pas l'image. évidemment, parce que c'est interdit en voiture. Oui, c'est compliqué de cumuler, ouais. Mais les livres audio, j'ai jamais essayé et je sais pas si je pourrais le faire. Est-ce que t'arrives à t'imprégner de l'histoire, t'arrives à rentrer dedans? Alors ça dépend beaucoup du style, il me semble. C'est-à-dire Ok. que quand tu as des livres du 19e siècle avec des phrases à rallonge, c'est plus difficile de conserver une attention particulière. Notamment quand tu cherches à faire des effets de style aussi dans l'écriture elle-même, quoi. Mais sur, par exemple, des livres d'histoire, par exemple, ça passe très bien. Ok, ouais. Plutôt en mode conférence. Ouais, d'accord. Ouais. Ouais, mais en fait, c'est un peu un podcast, quoi, au final. Oui, Enfin, oui, des oui. conférences, c'est un peu. Genre, tu vas pas lire. Bon, je voulais te sortir un livre philo, mais j'ai aucune rêve, donc je pourrais pas te le dire. Non, je crois, la dernière que j'ai faite, enfin, le dernier livre audio que j'ai fait en philo complet, c'était Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche. Parce que Ok. c'est un style un peu poétique qui s'y prête. Ok. Mais c'est très, tu t'écoutes pas la critique de la raison pure de Kant, un livre audio, quoi. ça, c'est sûr, oui. Pour préparer le podcast, j'ai essayé d'écouter un peu un vulgarisateur de philo. Putain, mais j'ai pas réussi à rentrer dedans. Le mec, il avait une voix hyper monotone. C'était super chiant, quoi. Franchement, je me suis dit, putain, fais chier, quoi. Ouais. Parce que j'essaie toujours un peu de préparer mes interviews. Donc, Ah ouais, ok. non, c'est sérieux quand même. Ah tu vois. ouais, Faut être sérieux, hein. le sujet il va tomber. Alors. Dès qu'on va parler d'argent et tout, bon. Ok, donc plutôt livre audio. Aucun podcast sur la philo. Tu sais. Alors j'ai écouté sur YouTube bien sûr Monsieur Phi à un moment donné. Ok. C'est quoi, c'est un youtubeur C'est un youtubeur qui a connotation plutôt vulgarisation de la philo et accès philo-analytique un petit peu. C'est un courant de philosophie que j'aime bien. Ok. Mais finalement non, très très peu. Mais c'est possible de vulgariser la philo? Oui, c'est possible en fait soit en choisissant des thématiques universelles ou enfin assez classiques et puis aussi dans la façon de l'exposer, c'est quand même possible de la simplifier énormément, quoi. Ok. De pas rentrer, on va dire, dans de l'étude conceptuelle précise, quoi. Ok. Ouais. Ok, donc Monsieur Phi, donc si jamais, Ouais, si ouais. jamais je dois écouter de la philo un peu Oui, vulgarisée, c'est ce type de média, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas non plus, enfin voilà, Ouais, j'en suis bien pas sûr. non plus un énorme fan. Ouais. J'aime bien, mais Ouais, sans plus, quoi. Écoute, encore merci. Donc tu es Mathieu, tu es professeur de philo, du coup. ouais. Et, C'est ça. mais avant tout, j'ai noté que tu as fait pas mal d'études scientifiques, notamment dans les mathématiques. Ouais. Donc est-ce que tu pourrais te présenter à ceux qui nous écoutent, savoir un peu qui tu es, d'où est-ce que tu viens, où est-ce que tu as grandi et quel a été ton parcours scolaire un petit peu? Ok. Alors je suis né le 17 février 1993, donc j'ai 31 ans aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais à l'heure actuelle j'ai 31 ans, à Toulouse, deux parents d'origine aveyronnaise, qui ont ensuite été mutés en Aveyron, donc qui sont revenus
dans leur pays d'origine, si j'ose dire. Ils ont été mutés pour. Ils sont profs aussi? Non, non, non. Mon père, en fait, a eu plusieurs changements professionnels quand on était à Toulouse. Et puis, il était agent EDF. Et Ok. il a un jour eu une mutation en Aveyron possible dans ce contexte-là. Et donc, toute la famille est revenue de Toulouse à Ok. la cavalerie, pas très loin de Millau, sur le plateau du Larzac. Ouais, ouais. Et donc j'ai quasiment grandi toute mon enfance là-bas. Donc, j'allais à l'école Sainte-Bernadette du village, de la cavalerie. Petite école voilà, avec très peu d'élèves, des classes surtout, voilà, plusieurs niveaux par classe, etc. Ok. Ensuite, je suis allé au Donc c'est collège. un peu l'école qu'on connaît à la campagne, c'est-à-dire ouais, t'as Oui, un professeur pour ouais, 15 élèves maximum, et c'est toutes sections confondues du coup. oui, c'est ça, c'est ça. Il y avait grosso modo la maternelle, depuis les toutes petites sections jusqu'à la grande section dans la même classe, le CPCE1 dans la même classe, et puis CE2, CM1, CM2 dans la même classe. Ok, Donc 3 instits, ok, dont une qui était directrice. Et donc, ok. ouais, cadre, oui, plutôt rural, petite école, milieu très protégé en fait, hein, Ouais, enfance sans grosse difficulté. Et donc ensuite, je suis allé au collège à Millau, donc la ville la plus proche. Il y avait environ 20 000 habitants à l'époque, hein, je pense qu'on est à peu près dans la même zoo aujourd'hui. 20 000, 25 000 habitants, c'est la ville du viaduc de Millau, qui est ouais, ouais. connue en général. Le fameux pont, Le si on le fameux veut, pont, si on le vulgarise un petit peu. c'est ça, le pont, qui a été construit, je crois, en 2004. On va fêter les 20 ans bientôt, là. Donc j'ai fait mon collège-lycée là-bas. Et à l'issue de ma scolarité, je suis parti faire mes études à Montpellier, Ok, qui était aussi la ville universitaire qui était la plus proche. d'accord, ok. Voilà. Parce qu'il n'y avait pas à milieu du coup ce que tu voulais faire. Enfin, il n'y avait pas le type d'études que tu voulais. Oui, en fait, il y a pas du tout, à l'exception, je crois, de certaines filières professionnalisantes, mais il n'y a pas du tout de parcours supérieur après le bac, quoi. Ok, Donc, Millau étant un peu à la croisée des chemins, la plupart des jeunes là-bas s'en vont soit vers le nord, vers Rodez, mhm, soit plutôt vers l'ouest, vers Toulouse, puisque c'est l'Académie de Toulouse, ok, soit vers le sud, Montpellier, qui est quand même très proche, à ouais, 100 ouais, km à peine. Et donc, moi, c'était mon cas, je suis parti à Montpellier en fameuse prépa scientifique, quoi. ouais. Ok, on reviendra sur Sur des études. sur tes années prépa. Comment tu l'as vécu ta vie en campagne, en milieu rural? C'était une. Enfin, comment ça se passait en général? Alors, très très bien, dans le sens où il y avait à la fois l'accès à la nature qui était quand même facilité énormément. Je passais beaucoup de temps dehors. Je me souviens que quand je suis revenu de Toulouse, j'ai mieux dormi, moins stressé. Mes parents aussi avaient un rythme moins stressant que celui qu'on peut avoir en ville. Donc que du positif. Un retour en plus qui s'est couplé à la dimension familiale, puisque j'étais dans le même village que mes propres grands-parents. Ok. Donc ça a quand même eu un. Je pense, enfin, c'est un des aspects les plus importants, c'est le fait que j'ai pu connaître plusieurs générations de ma famille, quoi. Ouais. Et t'as pu leur poser les questions que tu voulais. Oui, oui, oui. Bah, notamment, j'étais très proche de mon grand-père maternel qui est décédé il y a peu de temps, voilà, que je voyais bah, du coup quotidiennement, hein, quand je rentrais à Ouais, l'école ouais. à midi, et qui me racontait les histoires passées, voilà, dans l'ancien Ok. temps, quoi. J'ai l'impression d'écouter Marcel Pagnol qui parle de son enfance dans ses livres, quoi. Ouais, ouais, il y a un peu de ça, un peu de ça. Ouais, un côté transgénérationnel du fait d'une proximité familiale qui est, oui, assez exceptionnelle finalement, puisque Ouais, ouais. à la base, ma famille n'était pas du tout partie pour vivre ce mode de vie-là, et puis les choses se sont présentées comme ça. Ok, ok. Donc enfance heureuse, oui, sans problématique. T'étais un enfant, un enfant comment? Curieux, sportif? Plutôt curieux, du genre intello, quoi. Ça m'a pas abandonné, on va dire, de la petite enfance jusqu'à la fin du lycée, quoi. Donc, très bon élève, j'aimais lire, j'aimais Ok, les insectes. Alors, on a le musée Henri Fabre, pas loin, ok. qui était un entomologiste connu, pas très loin de Millau. Ça a donné le Micropolis? Micropolis, voilà, le Ok, fameux. Donc voilà, j'aimais ce genre de sujet, l'archéologie, les dinosaures. ok. Mais je pense comme beaucoup d'enfants. Ouais, les trucs ouais, ouais, Mm. d'accord, d'accord. Mais ouais, c'était d'autant plus important, vu que tu étais proche de la nature et que tu étais pas entouré d'immeubles ou de maisons, tu pouvais facilement, découvrir ça plus facilement, du coup. Oui, complètement. Et la nature jouait ce rôle de réceptacle de la subjectivité, quoi. Je me projetais dans la nature, je rêvais dans la nature, j'aimais Ouais, beaucoup notamment aller en forêt, OK. qui sont plutôt rares sur le Larzac, puisque c'est un milieu Ouais, assez désertique. c'est un plateau, quoi? Ouais, c'est un plateau calcaire, etc. Mais j'aimais les quelques bosquets d'arbres, les quelques forêts qu'on pouvait y rencontrer. OK, OK.
Et donc, du coup, tu es parti sur Montpellier à partir de quel âge? 18 ans, du coup? À partir de 18 ans, à l'issue du bac. Ok. Mm. Et la transition entre, du coup, campagne et ville, Beaucoup tu l'as mal vécu, tu l'as ouais. bien vécu? Je l'ai en fait assez mal vécu finalement. Je n'en avais pas spécialement conscience au moment T, mais déjà j'étais dans un appartement beaucoup plus petit. Forcément, on est dans une Ouais. chambre d'étudiant, 20 mètres carrés, à côté des voies ferrées. Ouais. Un voisin expulsé par la police parce qu'il hurlait quand il y avait des orages. Enfin, tu vois, je retrouvais les placards des compteurs électriques ouverts avec du sang, enfin des trucs bizarres quoi. Ok, Enfin, ok. donc oui, forcément, c'est un contexte un peu plus stressant, mais sans pour autant m'être jamais senti réellement en danger, on Ouais, va ouais, dire. ouais. Mais c'est des petites changements du quotidien qui est moins sympa quoi. Ouais. Mm. Malgré le fait que tu sois étudiant et que tu veux un peu profiter, entre guillemets, profiter de la vie, comme on dit aujourd'hui, mais Ouais. Alors c'est vrai qu'il y avait cet autre aspect aussi, le fait de pouvoir malgré tout effectivement vivre une liberté que j'avais pas pu vivre jusque-là. En sachant néanmoins que comme j'étais parti en prépa, ouais, la liberté, on voilà. l'a plus trop, quoi. À partir de 19h le soir après l'école, mais voilà quoi. D'accord, d'accord. Ouais. Donc, du coup, tu as fait prépa. Et du coup prépa, oui c'est ça, MPSI, MP. Ok, donc MP, maths philo, maths physique, Maths physique, c'est ça. sciences de l'ingénieur, du coup. Sciences de l'ingénieur, avec possibilité de soit choix info en première année, soit sciences de l'ingénieur, puis ça a été sciences de l'ingénieur. Et pourquoi ce choix de prépa MPSI? Alors, parce que j'étais très bon en maths, en fait, et que c'était le choix qui apparaissait comme le plus cohérent. Donc, en fait, au cours de ma scolarité, j'ai pas mal changé d'avis sur le plan professionnel. Quand j'étais tout petit, j'aimais tout ce qui était de l'ordre de l'archéologie, notamment, de la paléontologie. Ok, Puis, au collège, je pense, qui est une phase aussi où on cherche une forme d'affirmation de soi, etc. J'ai beaucoup aimé le milieu de l'aéronautique. ok. J'avais passé mon BIA, tout ça, donc je voulais faire pilote. BIA, c'est Brevet diplôme. d'initiation aéronautique. Ok. C'est en gros, pour résumer, Le comme BSR ouais, du scooter, quoi. ouais, c'est ça. Le code avant les exercices de conduite en aviation, quoi. Ok, d'accord. Ok. Et, et après, je m'étais intéressé pas mal à la physique, mais d'un point de vue très abstrait. Je voulais faire chercheur. Ok. Puis aux mathématiques. Ok. Donc toujours moins concret, en fait. Hein. Mais ça t'est arrivé. Enfin, c'est tes parents qui t'ont un peu mis dans le bain ou c'est toi, de par tes lectures, de par tes recherches? Non, alors mes parents ont quasiment pas fait d'études du supérieur. Ok. Donc en fait, ils m'ont toujours encouragé à bien fonctionner à l'école, évidemment, mais j'imagine surtout dans la perspective d'avoir un beau métier. Puis quand même, il y avait cette notion de s'épanouir aussi dans son travail, donc d'aimer ce qu'on fait. Mais non, ils n'étaient pas spécialement matheux. Ok. Ok. Ouais, donc c'est toi, par toi-même, Ouais, tu t'es dit. j'aimais faire les exercices de maths en fait. Ok. Voilà. Ok. Ouais, donc un choix après plutôt logique, du coup, Ouais, pour enchaîner sur une prépa. c'est ça. En sachant que dès le lycée, mes deux matières préférées restaient les mathématiques et la philosophie. Et la philo? Et la philo. Ok, ok. Et ça paraissait, enfin, ce n'est qu'après que j'ai pu y Ouais, que t'as percevoir les compris liens, que. mais ça Ok. paraissait paradoxal, quoi. Ok. Mm. Donc 2 ans, t'as terminé ta prépa, du coup? Terminé la prépa, j'ai obtenu une école d'ingénieur. Bon, c'était pas un truc très exceptionnel, mais Ok. du coup, je ne suis pas allé Du en coup, école d'ingénieur. Alors, il faut que tu nous racontes. Du coup, t'as fait 2 ans de prépa ou 3 ans déjà? 2 ans, 2 ans. T'as fait 2 ans, t'as passé les concours. J'ai passé les concours, j'ai obtenu une école d'ingé aéronautique à Toulouse. J'étais admissible. Ok, J'y suis pas allé. ok, Je suis parti à la fac de maths. Parce qu'en fait, mon projet, c'était toujours la recherche en maths. ok. Donc les maths abstraites, donc je voulais faire l'ENS, mais j'avais pas du tout eu le niveau en prépa. Ça a été pour moi on va dire une phase très difficile la prépa finalement, Ok. psychologiquement. Donc je n'ai pas du tout eu le niveau pour atteindre Ouais, l'ENS ou ce genre de choses, quoi. ouais. Donc j'ai préféré repartir à la fac dans l'espoir d'y faire des maths abstraites. D'accord, donc en fait, tu voulais pas devenir du tout ingénieur. Non, non, non. C'était vraiment, toi, chercheur, et puis. Mais qu'est-ce que tu cherchais dans le côté chercheur, justement? Alors j'aimais l'abstraction, la réflexion pure, le raisonnement. Ok. Et oui, c'est ce rapport au concept pur en Parce mathématiques. que c'est assez frustrant justement de chercher et jamais trouver, quoi. On dit que tu peux trouver de temps en temps, mais tu passes quand même la majorité de ton temps à chercher pour des fins où, enfin, tu sais pas où est-ce que tu vas aller, quoi. Oui, oui. D'autant que plus on s'éloigne du concret, moins on peut aussi tangiblement observer les fruits éventuellement d'une recherche. Ouais, ouais. Après, je pense que j'aimais surtout le processus Ouais, de la d'accord. recherche lui-même, quoi. D'accord, d'accord. Donc en fait, avec la philo, tu vas un peu retrouver ce schéma-là. Tout à fait. Ok, En sachant que, en gros, j'arrive en licence de maths et à l'issue de mon année de licence, je décide de partir en philosophie. ok. En fait, l'idée, c'est Donc attends, pardon. La Mm. licence de maths, donc c'est du L3.
C'est du L3, c'est ça. Donc tu as pu directement passer en L3 suite à tes 2 années de prépa? Ouais, alors non, d'abord, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repassé. J'avais mes équivalences pour passer un L3, mais j'ai voulu refaire, mais toujours pareil, en fait, je sais pas pourquoi. J'ai voulu refaire une L2. Il y avait une section particulière qui s'appelait la CPUS en fac de maths, qui était en gros la prépa de la fac. Donc OK. c'était une section qui faisait à la fois des maths et de la physique, et qui devait ensuite déboucher en troisième année, soit sur une poursuite de la CPUS, soit sur un départ en parcours maths ou un départ en parcours physique. OK. Et moi, je pense que j'avais besoin aussi de cette année tampon pour savoir si j'allais continuer en fait dans cette double formation ou pas. Ouais. J'ai fait ma CPUS L2, OK. puis passage en L3. OK. Et en L3, je suis passé par contre en maths pure. OK. C'est-à-dire que j'ai basculé sur les maths, L3 de maths simple, quoi. Voilà. OK. OK, d'accord. D'accord. Et en fait, c'est à ce moment-là où les deux dimensions de la philosophie, si j'ose dire, m'ont rattrapé. La première, c'est celle dont on a un peu parlé, c'est l'amour, la curiosité pour la recherche intellectuelle elle-même, Ouais, ouais. qui s'inscrivait dans la continuité de ce qu'on faisait en maths, quoi. Et au-delà de ça, aussi une crise plus existentielle, plus personnelle, Ouais, ouais. avec la recherche de la sagesse, pour le coup, l'aspect plus moral, on va dire, Ouais. de la philo. Ouais, parce que j'ai fait des petites recherches sur l'étymologie du terme, Du terme, ouais. du mot philosophie, et j'ai vu donc amour du savoir ou amour de la sagesse ou désir de connaissance. Exact. Donc c'est des notions qui te parlent du coup. Oui, oui, oui. Bah, disons que il y a ces deux versants de la philosophie qui sont inextricables. Le premier qui est un versant épistémique ou épistémologique. Ok. Encore, il va falloir que tu... En gros, ça veut dire tout ce qui est de l'ordre de la recherche, de l'acquisition d'un savoir. Ok. Donc la philosophie, c'est quand même une discipline où on essaye de générer des discours sur le monde, Ouais. donc des discours rationnels. Donc on fait usage de la raison pour générer un discours qui va rendre compte de faits tangibles. Ok. Donc ça, c'est vraiment une dimension presque scientifique de la Ok. philosophie, un raisonnement rationnel qui mène à une connaissance. Et l'autre dimension de la philosophie, c'est ce que les Grecs anciens appelaient la vie bonne, en fait, la vie morale, la vie juste, à l'échelle individuelle, donc la recherche du bonheur, la recherche de l'épanouissement, etc. Et à l'échelle collective, la réflexion politique, par exemple. Ok. Ok, d'accord. Et donc, voilà, c'est deux dimensions de la philo qui ont, à un moment donné de ma vie, rencontré... Enfin, j'avais ce besoin Ouais, ouais. de ces deux dimensions qui s'est rencontré à ce moment-là, quoi. Et tu savais que tu allais avoir les réponses à tes questions via la philosophie et pas via autre chose? Pas du tout, puisque finalement, je connaissais peu la philo non plus. Ce qui a été aussi déterminant dans mon choix, ça a été qu'en prépa, on avait, et même du coup aussi en CPUS, hein, en prépa et dans la formation CPUS à la fac, à la suite, Mhm. on avait 1 heure de français philo. Ok. Qui est Une heure sur tes 30 heures de maths de physique, maths, quoi. exactement. Et en général en prépa, où j'avais eu quand même des difficultés d'ordre de l'adaptation en réalité à ce nouveau régime, quoi. euh, En prépa, j'avais plutôt bien fonctionné. Enfin, j'étais vraiment loin d'être major de promo en Ouais, physique et en maths. mais tu Vraiment te très loin. débrouillais, quoi. Mais en français, par exemple, j'étais toujours premier de classe. Ok. Donc en fait, il y avait ce paradoxe où je pouvais être quasiment dernier en physique, mais ou premier en maths, pas en maths, en français. Ouais. Mais ça Et- n'arrivait jamais, le dernier en maths. Et non. Non. Et du coup, tu vois, dans ce grand écart-là, je me suis dit, il y a peut-être moyen de faire quelque chose en français philo, quoi. Ok. Et donc, Mais c'est bien parce que tu as osé quand même te réorienter complet, quoi. oui, Au bout de, je sais pas, 3 ou 4 ans d'études de maths, ouais, c'est ça. tu t'es dit non, mais là, c'est pas fait pour moi. Ou alors, il y a un truc. Oui, Enfin, oui. c'est beau, quoi. En fait, je me suis rendu compte d'une chose, peut-être que j'avais atteint une forme de lassitude dans les maths. Si j'avais été psychologiquement, je dirais, plus stable et plus reposé, je sais pas comment le dire, mais Mhm. j'aurais sans doute continué dans les maths. Ok. Mais j'étais un peu épuisé après la prépa. Mais parce qu'au final, t'es jamais rentré dans cette recherche que tu cherchais au début dans des maths. Non, c'est ça. C'est ça. C'est que pour moi, cet objectif était toujours très loin, Ouais, très ouais. lointain. Il fallait pour faire chercheur en maths, il faut au minimum un doctorat. Enfin, il restait encore tout le master à faire, un master recherche, ensuite éventuellement continuer. Donc, pour moi, tout ça était très loin. Ok. Je commençais à faire un peu des blocages anxieux. On pourrait en reparler aussi, mais Mhm. au niveau de la scolarité qui avait été générée en prépa notamment, parce qu'on avait un rythme d'évaluation extrêmement constant. Ouais. Et c'est quoi? C'est les années prépa, du coup, tu disais qu'elles t'ont marqué psychologiquement. Ouais, en fait, il y a C'était eu dans quel cadre? Pourquoi? 2 événements fondateurs quand je suis arrivé en prépa. Alors après, c'est difficile à exprimer parce que finalement, maintenant que j'ai des élèves qui sont en terminale, on peut leur conseiller d'aller en prépa et de fait, il y en a beaucoup qui y vont, qui s'y épanouissent et qui trouvent ça très bien. Mais pour ma part, en fait, j'ai pas du tout supporté le côté élitiste
Ok. et en fait, orienté vers un gavage en très peu de temps de connaissances, quoi. Ok. Ça a été très difficile. Donc effectivement, on passe de 19 de moyenne à 4 à la première évaluation. Ouais, ouais. Et avec une classe où il y a que des gens qui sont bons, Hmm. avec des gens notamment qui viennent du lycée en question, qui ont déjà parfois de l'avance sur les programmes. Donc quand on vient de lycée extérieur, on est déjà un petit peu désavantagé de ce point de vue-là. Ouais. Et ensuite, en fait, un discours lunaire, quoi. Ouais, ouais. Je débarque avec... je me souviendrai toujours de... Je vais pas donner de nom, mais c'est véridique et je touche... Enfin, vraiment, je jure sur je sais pas quoi. Un prof qui nous dit, dès l'arrivée en prépa, vous voyez, la société, c'est comme un viennois. Il y a le chocolat, il y a la crème, et puis il y a les gens qui sont au-dessus de la crème. Ok. Vous êtes au-dessus de la crème, quoi. Ok. Donc il y en a à qui ce discours, Ouais. Il y en a qui se sentaient plus, quoi. ouais, qui sentent plus, ça les motive, mais moi, au contraire, ça m'a complètement paralysé d'anxiété, en fait. Ouais, ouais. On met un coup de pression énorme avec ça. Et donc les choses se sont pas très bien engagées, quoi. Ok. Au point même où j'avais fait un blocage sur la physique, quoi. Très D'accord. clairement, j'ai passé les 2 ans, je sais pas comment. Mais Et parce que du coup, t'as fait, si je me souviens bien, t'as fait 1 an dans une prépa et 1 an dans une autre. c'est ça. Après mon année, enfin j'ai commencé à Joffre, je suis parti à la Merci, on s'est rencontrés. Ouais. En me disant qu'en changeant de contexte, en allant dans une prépa moins élitiste, Ok. etc., D'accord. il y aurait un côté plus familial. Mais j'étais déjà pris en fait dans le processus du blocage, quoi. D'accord. Et donc en physique, ça s'est poursuivi, par exemple. Et à l'issue de la seconde année, j'ai plus rien en physique, quoi. Ouais, ouais. Ouais. Donc, enfin, je sais pas, le pied à l'étrier ne s'est pas fait. Ce contexte-là m'a fortement déplu. Ouais, ouais. Les discours qu'on peut y avoir entendus m'ont déplu aussi. Et est-ce que tu penses que c'est partout, enfin toutes les prépas ont ce discours-là, tu penses? Justement pour essayer Euh, Alors, je de- sais pas si toutes les prépas l'ont ce discours, voire même, je sais même pas si finalement il n'y a pas un effet grossissant de ma part. C'est-à-dire Ouais. une façon de me focaliser sur quelque chose qui aura été parfaitement anecdotique pour quelqu'un d'autre. Parce que tu vois, moi par exemple, bon, on s'est rencontrés là, juste la première année parce qu'après, bah, j'ai pas pu continuer. Après, je le voulais pas forcément et au final, c'est pas plus mal. Mais j'avais pas du tout ce sentiment-là d'élite de la France, tu vois. Hmm. Parce que peut-être que quand je suis arrivé en prépa, déjà, j'étais pas forcément le meilleur. Tu vois, par exemple, j'ai pas eu mention très bien au bac, j'ai eu mention assez bien même. Donc je me suis un peu retrouvé en fait bah, parmi les meilleurs, mais je savais que j'étais déjà moins bon. Donc Ouais, tu vois, il y a pas eu de, je me suis pas pris une grosse claque en me disant, oui. bah, en fait, je suis nul parce que de base j'étais moins bon. Donc, Ouais. mais tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, je vois. Oui, oui, t'as peut-être eu moins l'effet contraste douche Ouais, froide. exactement, exactement. Hmm. Et puis après, mon frère aussi y était déjà allé. Ok, Donc du coup, je savais un peu à quoi m'attendre, un peu le côté, bah, il faut travailler sans cesse. ouais. Il faut, bah, si tu travailles pas, bon, certains ne travaillaient pas, et pour autant c'était les meilleurs. Mais bon, Ah oui, oui. ça, bon, ça c'est autre chose. Les génies, Oui. Mais d'ailleurs, après, certains ont fait des choix de vie plutôt surprenants, exactement. mais qui Mais ont l'air de... ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Certains sont partis dans la musique, par exemple, Ouais, exactement. et d'autres sont partis même euh, chirurgien, quoi. Ah ouais, Enfin, ok. dans la médecine. Donc du coup, comme quoi, bah, si on a envie de changer, on peut le faire. Ouais. Même si on perd quelques années. Bon, après, si on est plus épanoui, bah, il faut le faire, quoi. Ah oui, oui, Parce complètement. que passer 40 ans dans un métier que t'aimes pas, c'est un peu plus chiant, quoi. C'est vrai, c'est sûr. Ok, donc les années prépa difficiles. Ouais. Malgré ça, tu passes du coup en L3. À quel moment se fait cette transition du coup philo? Tu repasses en L1? Alors non, j'ai eu une équivalence du fait des scores en français philo en prépa. J'ai eu une équivalence pour passer en L2. Ok. Donc j'ai attaqué en deuxième année en philo. T'as Euh, pas été trop, pas triste, mais d'avoir perdu, pas perdu parce que t'as pas perdu des années, mais de retomber avec bah, des personnes qui étaient plus jeunes que toi, non, j'ai pas été trop marqué de ce point de vue-là. D'une part parce qu'à la fac, finalement, il y avait peu, en tout cas peut-être parce que je m'en excluais moi-même, mais je trouvais qu'il y avait peu d'effets promo, d'effets classe. Ok, ouais, Les gens viennent plus à la carte, etc. Donc finalement, on se ouais, côtoie peu. ouais, La différence d'âge entre 25 et 23 ou 22, tu vois, enfin, ouais, ouais, tu la vois pas on trop. la voit pas trop. Et, euh, et par ailleurs, j'ai toujours essayé, même quand je suis passé en philo, de potentialiser sur les maths. Enfin, de me dire, cette expérience que j'ai eue peut me servir Ouais, aussi bien là. sûr, ouais, ouais. Et Parce que du donc, coup, elles t'ont servi. oui, alors, je- oui et non, mais oui, je dirais par exemple, sur certaines disciplines, c'était flagrant. Par Ok, exemple,
En licence 3, on a eu un cours qui s'appelait Logique et théorie de l'argumentation. Ok, Il y a eu des cours d'épistémologie aussi où on faisait des tables de vérité, de l'algèbre booléen, même en philo, hein. d'accord. Donc c'était bien sûr ultra minoritaire comme matière, mais non. Enfin, dans le cadre de Ouais, ces matières-là, en fait, surperformais, quoi. t'avais la logique, quoi. J'avais la logique, c'est ça. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, ce n'est que par ce biais-là que je suis arrivé en philo, quoi. J'avais pas du tout la sensibilité, pour le coup, littéraire. Ok, Donc, j'ai toujours essayé de faire valoir ce côté scientifique, même en philo, quoi. ouais, ouais. Et d'ailleurs, j'ai pu trouver bien des courants philosophiques qui. Et parce que justement, tu disais en début de podcast que la philo, c'était des arguments rationnels ou quelque chose comme ça, tu as parlé, qui amènent vers un fait. Oui. Au final, c'est comme en mathématiques, quoi. C'est-à-dire qu'en mathématiques, on part d'un postulat, Oui. et puis on fait enfin, c'est très... comment je pourrais expliquer ça? En fait, j'ai l'impression qu'il y a un lien entre la mathématique et la philo, dans le sens où tu vas pas bullshiter des trucs, quoi, en Oui. philo. Ah oui, En oui, fait, complètement. tu parles de choses qui existent. Oui. Tu vas pas inventer des trucs, enfin, en tout cas la philo que j'ai l'impression de connaître. Oui, oui, complètement, complètement. Et alors, je dirais que la différence entre la philosophie et une science positive, c'est qu'il y a un côté réflexif qui est inhérent à la pensée humaine, qu'on retrouve en philosophie, qu'on ne retrouve pas dans d'autres domaines. C'est pour ça que j'ai l'impression que la philo n'est pas vraiment une discipline en soi. Je m'explique. Par exemple, quand on fait des maths, il y a une méthode mathématique, il y a un esprit déductif, et même si je caricature un petit peu, bien sûr, on peut remettre en question les axiomes d'Euclide pour passer en géométrie non euclidienne, ce genre de trucs. Mais en général, bah, il y a une bonne réponse et puis c'est tout, quoi. Ouais, ouais, Donc ouais. en maths, il y a une méthode, on construit la connaissance avec cette méthode et on raisonne déductivement. Euh, Pareil, quand on est dans une science naturelle, pas pure comme les maths, Mhm. du type physique ou biologie, bah, on a une méthode, une épistémologie donnée, hein, on va construire le savoir avec certaines méthodes de vérification empirique notamment, et on va construire un savoir, mais sans nécessairement contester ou essayer de caractériser les méthodes par Ouais, lesquelles on construit ouais, ce ouais, savoir. ouais, ouais. On est déjà dans le cadre d'un truc pareil pour les sciences humaines, Ok. ce qu'on appelle les sciences humaines en général, donc l'histoire, la sociologie, pareil. On construit sa connaissance dans un cadre paradigmatique, avec des axiomes et des méthodes qui sont déjà donnés. Mhm. Et la philo, la spécificité, c'est que, bah, comme dans tous ces domaines, on essaye de construire une connaissance rationnelle, donc c'est sa dimension scientifique, si j'ose dire, mais cette connaissance rationnelle, en fait, on l'atteint par des méthodes qui sont elles-mêmes contestées, Ok. elles-mêmes contestables. Donc tu vas avoir par exemple des courants philosophiques où on construit cette méthode par la raison, les rationalistes, où on va construire sinon le savoir par l'expérience empirique, les empiristes. Et donc en fait, les querelles sur des domaines particuliers en philosophie sont souvent issues de querelles sur les méthodes de construction du savoir. Ok, d'accord. Donc, Mais est-ce qu'à la fin, ils arrivent toujours au même but? et donc à la fin, ils arrivent à donner un discours sur le monde rationnel, dans la mesure où il est cohérent, où il répond à une exigence de rigueur et de démonstration, mais on n'arrive jamais à une théorie qui n'est pas contestable, D'accord, puisqu'on va pouvoir toujours contester la façon dont elle a été construite, d'accord. ce qui a permis de l'affirmer, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de philosophes. Enfin, il y a beaucoup de philosophes qui n'ont pas les mêmes, enfin, qui sont en guerre un peu. Exactement, exactement. C'est ce processus qui explique pourquoi il n'y a pas de consensus en philosophie, mais pour autant, pourquoi on n'est pas non plus dans un relativisme absolu. Ouais, ouais, C'est ouais. pas genre chacun sa vérité, etc. Au contraire, c'est j'essaye de trouver, de justifier le savoir que je veux construire, mais cette théorie de la justification est elle-même à justifier. Ouais, Il y a un côté ouais, ouais, régressif ouais, ouais. infini qui fait que c'est toujours contestable, quoi. Ouais, ouais, d'accord. Mais euh, est-ce que parce que si la théorie est toujours contestable, du coup c'est toi-même qui te mets le seuil d'où est-ce que tu veux être. Par Oui. exemple, comment dire? Hem, Faudrait que je trouve un exemple, mais est-ce que un philosophe qui a une idée en tête peut changer d'idée parce que, un autre philosophe lui explique par A plus B qu'il a tort? Tu vois? Est-ce qu'il y a des philosophes qui se remettent en cause? Euh, je- alors, je dirais que dans l'idéal, c'est systématique dans la mesure où, par exemple, là encore une fois, ça pourrait être débattu philosophiquement, mais admettons que la démarche philosophique, elle procède d'une logique dialectique, comme dans un plan dialectique, thèse, antithèse, synthèse. La réflexion implique très souvent, en premier lieu, une négation de ce que l'on pense pour parfois même revenir plus enrichi à soi-même. C'est-à-dire que
l'art de disserter, c'est par exemple l'art de penser contre soi. Donc, un philosophe, naturellement, doit pouvoir se remettre en question, Ouais, puisque cette remise en question lui permet la progression. ouais. Après, par ailleurs, la plupart des philosophes, quand ils postulent leur thèse, très souvent s'appuient sur les travaux précédents pour les dépasser. Ouais. Il y a quand même toujours un petit peu cette illusion, mais elle est nécessaire hein, chez les philosophes, d'avoir trouvé une théorie qui va résoudre les problèmes précédents. Ok, Et puis ok. finalement, il y en a toujours un après qui vient dépasser ce qui avait été dit. Donc c'est une science qui s'arrêtera jamais. Ça ne s'arrêtera Et jamais. déjà, est-ce que c'est vraiment une science, du coup? Et ben, du coup, c'est pas une science au sens positif du terme. Mais en fait, moi, j'aime bien la qualifier de science dans le sens où la rigueur de la construction du savoir est la même. Mmh. L'exigence en termes Mmh. de raisonnement et de démonstration est identique. Après, on manipule des concepts qui sont définis par des phrases, par d'autres mots, etc. Et cette correspondance entre le concept et la réalité, elle est toujours questionnable, si tu veux. Ouais. Donc Ouais, en ouais, ouais. fait, il y a une exigence dans la méthode, d'une rigueur extrême, qui est comparable à celle des sciences, mais bien sûr que le résultat, on peut pas voilà, dire voilà, le résultat est achevé par achevé, c'est terminé quoi. Ok, ok. Mm. Donc actuellement, il y a encore des questions qu'on se pose sur... Enfin, je sais pas, est-ce que par exemple, la philosophie peut permettre l'évolution des mathématiques ou de la physique ou... Est-ce qu'on peut passer par la philo pour essayer de comprendre des phénomènes physiques ou mathématiques? Ou c'est vraiment quand même deux opposés? Alors, je pense que oui, la philosophie a un rôle important dans les sciences, en épistémologie notamment. Par exemple, dans la construction du savoir, hein, de la connaissance physique, hein, des sciences physiques, soit tu fais de la thermodynamique, par exemple, et tu pars que de l'expérience concrète, empirique, pour construire ta théorie. Mhm. Enfin, je caricature, hein. Mhm. On a un esprit très, très thermodynamicien, je sais pas comment le dire. Tu pars vraiment que de la donnée empirique. À ce moment-là, la philosophie, la pensée spéculative a peu d'importance. Ouais, Mais tu as certains courants de la physique, il me semble, qui laissent plus de place à la pensée spéculative. ok. Typiquement, par exemple, à l'époque de Descartes, Descartes formule un modèle cosmologique et il va expliquer le mouvement de corps célestes avec l'idée qu'il y aurait des tourbillons. C'est genre un fluide comme l'eau Mhm. hein, qui, Mhm. qui remplit l'univers. Et tu as des tourbillons qui expliquent pourquoi les objets se déplacent. Ok, Bon, c'est une hypothèse spéculative qui a été ensuite invalidée par des modèles postérieurs. ok. Mais tu vois, la pensée spéculative, elle a son rôle à jouer dans le développement des sciences. Ouais, ouais. De même, la théorie de la relativité chez Einstein, l'idée par exemple que le temps et l'espace ne sont pas des trames universelles absolues comme chez Newton, il y a déjà des préfigurations chez Leibniz par exemple, ou comment dirais-je, chez Bergson aussi, hein, d'ailleurs, qui va s'opposer sur une mécompréhension aux thèses d'Einstein lui-même, hein, qui va s'opposer directement à Einstein lui-même. Ok, ok. Mais tu as déjà, avant Einstein lui-même, des réflexions philosophiques qui émergent progressivement, Ok. au moins 100 à 200, enfin 100, 200 ans avant lui, où on commence à remettre en question précisément, on discute de ce caractère absolu Ouais, ouais, de d'accord. l'espace et du temps. D'accord. Mais Donc, les anciens philosophes étaient aussi mathématiciens? bah oui, alors c'est là où c'est un deuxième argument en faveur de la scientificité de la philo, c'est que pendant très longtemps, philosophie et sciences ont été parfaitement unifiés. Le processus de spécialisation, comme dans toutes les disciplines en général, hein, il date de la fin du 18e, courant du 19e. Et donc, si bien par exemple que quand Newton écrit ses principes physiques, il les appelle, je crois, philosophie mathématique, la philosophie mathématique ou mathematica philosopha, et Ok, en latin, ok, je ne sais plus exactement. ok. Mais il y a les Mais deux termes, quoi. il y a le terme philosophie dedans, quoi. Donc, la philo et les sciences ont été associées pendant très longtemps, et effectivement, dans la Grèce antique, c'était le cas. Avant même Platon, chez les Pythagoriciens, par exemple, c'est le cas. On peut aussi citer Thalès, Ouais, ouais, non, mais... Anaximandre, tout ça. Enfin, Ouais, voilà. ouais. Donc, Mais, chez les présocratiques, déjà, il y avait cette association. mais on se rend compte que... Enfin, j'ai regardé les débuts de la philosophie, il y a très, 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 très longtemps, quoi, que ça existe. Et c'est encore une science qui continue sans cesse de perdurer. Ouais. Et même actuellement, on retrouve des philosophes au 21e siècle qui font des découvertes qui sont... Enfin, comment dire? Parce que j'ai l'impression que tout a été déjà trouvé, quoi. Alors, je dirais que on a discuté avec un collègue, là, pour le coup, tu vois, c'est encore un point de vue qui peut se débattre philosophiquement. On peut dire oui, on peut dire non. Mais c'est vrai que dans un certain sens, beaucoup de gens diront que tout a déjà été fait en Grèce antique. En réalité, que la plupart des problèmes
philosophiques dans le sens de l'expérience humaine commune ont été abordées par les philosophes antiques. Ouais. Donc, en un certain sens, on invente l'eau tiède chaque fois. Ouais. On redit différemment des choses qui ont déjà été trouvées. Néanmoins, donc on ne peut pas réellement parler, à moins d'être dogmatique, hein, mais on ne peut pas affirmer à 100% qu'il y a un progrès dans la pensée et que du coup, ça y est, plus on avance dans le temps, plus les thèses s'affinent, etc. Puisqu'en plus, c'est ce que tu dis, tu pars d'un postulat, et en fait, la plupart, peut-être les philosophes d'aujourd'hui, s'appuient sur les philosophes d'hier, quoi. Exactement. Donc en fait, ils remettent pas forcément en cause ce qu'ils ont dit. Enfin, il y a... Il les nuance pour la plupart du temps. Il y a un enrichissement conceptuel. En philo, par exemple, il y a beaucoup de néologismes. On va construire des termes pour dire des idées qu'on a. d'accord. Après, moi, j'aime bien en philo plus moderne, hein, on va dire celle qui se développe à la toute fin du 19e et au début du 20e surtout, et puis qui explose en milieu anglo-saxon et pas trop en France, c'est la philosophie analytique, Ok. qui est en gros une philosophie d'étude du langage. Enfin, on étudie le langage sous l'angle particulier des relations logiques en son sein. Donc c'est une philosophie qui est très proche du modèle mathématique en général. Voilà, par exemple, un développement moderne de la philosophie. Alors après, est-ce que c'est réellement une innovation une innovation sur certains aspects, oui. Sur d'autres, la logique, ça remonte à très longtemps. Aristote déjà faisait de la logique. Ouais, d'accord. Leibniz au 18e fait de la logique. Enfin, voilà. Ok. Oh. Ok, d'accord. C'est assez complet. Je sais pas si. J'espère que ceux qui nous écoutent suivront le fil. J'ai encore plein de questions sur la philo, mais j'ai peur que les gens se sentent un peu perdus dans tout ça. En tout cas, c'est passionnant. Merci beaucoup de parler de tout ça. Ce que je te propose, c'est qu'on passe un peu à ta vie active en tant que prof de philo. Ok. Si vous avez aimé cet épisode, eh bien faites-le moi savoir avec une note 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, ou alors laissez-moi un commentaire, et nous on se retrouve pour le prochain épisode.